Bonjour Bruno David, nous allons Bonjour. continuer à parler avec vous de biodiversité. Je vous présente brièvement, si j'oublie certainement des choses, vous pouvez compléter bien entendu. Vous avez été le président du Muséum national d'histoire naturelle, vous êtes naturaliste, spécialisé en paléontologie et sciences de l'évolution de la biodiversité, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. J'en cite juste deux, et c'est même pas les plus récents. Il y en a un qui est relativement récent, À l'aube de la sixième extinction, mais je crois qu'il y en a eu un autre depuis. Et puis, Le jour où j'ai compris, où vous racontez en fait votre conversion, si j'ai bien compris, à l'écologie, votre intérêt pour la biodiversité. Alors, on va effectivement, comme le disait Christophe Aubel tout à l'heure, entrer plus dans le vif du sujet avec vous. Alors, normalement, on devrait avoir des images qui défilent. Est-ce que quelqu'un... Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si elles vont défiler toutes seules. Ça fonctionne, votre micro? Ça va marcher. Ouais. Voilà, super. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire un mot des images pour expliquer les images, c'est juste pour vous distraire, en fait. C'est pour montrer que le vivant est beau. Donc, normalement, elles devraient défiler toutes seules, mais je peux les passer, simplement les faire dépiler. J'appuierai de temps en temps, mais mon propos ne va pas être comme celui de Jean-Louis Etienne, appuyé directement sur les images qui défilent. C'est pour vous plonger dans la beauté du vivant. J'ai l'impression qu'elle ne défile pas toute seule. Si vous voulez vous mettre un endroit... Non, c'est bon. Non, ça bon. va, je vais Vous appuyer, appuyez de temps en temps. temps. Voilà, on va faire comme ça. Bon, alors à vous, je vous pose vraiment la question de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de biodiversité? Alors, on n'a pas de micro dans la salle, donc ça va être un petit peu compliqué parce que je crois que vous vouliez demander aux gens quand ils se promènent. Allez-y. Alors, je vais faire un petit jeu, mais simplement, on parle beaucoup de biodiversité. Et on ne se pose peut-être pas suffisamment la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce que c'est quand on parle de biodiversité? Imaginez, c'est un beau dimanche matin, vous vous promenez dans une forêt et vous êtes assez heureux dans cette forêt, vous trouvez que la biodiversité est belle. Mais c'est quoi que vous regardez? Vous regardez des arbres, il y a des insectes, des oiseaux qui chantent, quelques buissons en fleurs, et vous trouvez que c'est beau parce que, comme c'est dans le mot biodiversité, c'est divers. Et ce que vous regardez, avant tout, ce qui vous frappe le plus, ça va être des espèces différentes. Donc un grand nombre d'espèces, c'est ça la biodiversité, c'est ce que les scientifiques appellent la richesse. Oui, c'est la biodiversité, mais ça n'est pas que ça la biodiversité. Parce que derrière chaque espèce, il y a des individus qui sont plus ou moins nombreux. Ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Donc ces individus plus ou moins nombreux, on peut parler d'abondance, et on peut même aller un cran plus loin. Je peux vous parler de choses un petit peu plus compliquées, qui sont des rapports d'abondance. C'est-à-dire que si vous prenez dans une forêt où, mettons, il y a 100 arbres et 10 espèces d'arbres, ça ne va pas vous faire la même impression si j'ai 10 arbres par espèce, j'aurai une impression de quelque chose d'assez divers, plutôt que si j'avais 91 arbres de la même espèce et un arbre des 9 espèces restantes. Vous voyez, ça c'est aussi la biodiversité. Et puis on peut regarder la dimension génétique, au-delà des abondances. On peut regarder comment tout cela pèse. Si on pèse le poids du vivant sur la planète, alors des estimations, on n'a pas de balance pour ça, hein, mais si on pèse le vivant, c'est 550 milliards de tonnes le poids sec du vivant, le poids carbone. Vous nous comptez, nous, dedans? Je nous compte, oui. Oui, on est vivant. On ne pèse pas très lourd, finalement, par rapport au reste du vivant. Si on compte tout le vivant, 550 milliards de tonnes, 450 sont les plantes. Plus de 90 sont les micro-organismes. Les animaux, tous confondus, de la musaraigne à la baleine, en passant par nous et notre cheptel domestique, c'est 2 milliards sur 550. C'est pas grand-chose quand même. Mais alors par contre, quelle action derrière? Donc on voit ce que nous sommes sur la planète aussi. Sur quoi est-ce qu'on est assis? On est assis sur une planète qui est d'abord en poids des plantes et des micro-organismes. Et comme les micro-organismes, ils sont tout petits par définition, on les appelle micro-organismes, et qu'il y en a plus de 90 milliards de tonnes, ça veut dire qu'ils sont très, 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 très nombreux. Dans 1 mètre carré de sol, alors pas ici, hein, pas sur la moquette, 1 mètre carré de sol dans une forêt, dans une prairie un petit peu riche, c'est 10 puissance 14 bactéries par mètre carré, c'est-à-dire 100 000 milliards de bactéries par mètre carré. Quand on détruit 1 mètre carré d'un tel sol, c'est ce que l'on détruit. Dans l'océan, le poids des virus, parce qu'il y a des virus dans l'eau aussi, il y a des virus dans l'océan, le poids des virus de l'océan, c'est l'équivalent de 70 millions de baleines bleues. Alors il n'y a pas 70 millions de baleines bleues dans l'océan, mais si on voulait un équivalent en poids, pour représenter ça, c'est 70 millions de baleines. C'est le poids des virus.
etc., etc. Et les vers de terre, parce qu'on dit souvent que les vers de terre, ça pèse très lourd, en fait, qu'il y en a énormément, qu'on ne se rend pas du tout compte, et sans parler de leur action. Les vers, en général, ça pèse beaucoup plus lourd que les mammifères, par exemple. Ouais. Si on regarde le poids des vers sur la Terre, mais il n'y a pas que les vers de terre, il y a aussi d'autres vers qui vivent dans d'autres environnements. Mais ça, je ne crois pas qu'on en ait vraiment conscience. Hein. Bon, alors ça, on sait de quoi on parle. Maintenant, quel est le constat? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de biodiversité? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur, quelques chiffres pour illustrer notre trajectoire? Oui, alors, où est-ce qu'on en est? La question, c'est, on constate un certain nombre de déclins, notamment des déclins d'abondance, pour le coup. Quelques extinctions, pas tant que ça, mais on en constate quand même. Donc et puis quelques espèces qui disparaissent, mais surtout les populations de chaque espèce qui diminuent. Voilà, ouais. Beaucoup de déclins d'abondance, c'est-à-dire des populations qui sont de moins en moins nombreuses. Et évidemment, au bout du chemin d'un déclin d'abondance, il y a une extinction potentielle, si on n'inverse pas la tendance. Donc c'est quand même assez embêtant. Alors, c'est constaté chez les oiseaux, chez les mammifères, que ce soit des grands mammifères ou des petits mammifères, chez les insectes, chez les amphibiens, enfin chez toute une série de groupes, on constate ces déclins d'abondance et c'est quand même inquiétant. Ce sont les rapports de l'IPBES qui nous indiquent ça, déclin des pollinisateurs, déclin de ceci, déclin de cela. Une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, oui, alors finalement, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est si grave que ça, pour nous? C'est un petit peu, je vais faire une comparaison avec une maladie. Vous avez de la fièvre. Bon. Vous allez chez le médecin et vous dites, mais docteur, c'est embêtant, je suis malade, là je me sens pas bien. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est un peu pareil pour la biosphère, sauf qu'elle ne peut pas aller chez le médecin. Est-ce que c'est grave, docteur? Et le médecin, il peut vous dire, bon, bah, écoutez, vous inquiétez pas, c'est un rhume. Ça va passer, hein. Prenez un peu d'aspirine ou de Doliprane et puis ça va passer. Paracétamol, je ne dois pas citer de marque, c'est vrai. C'est pas grave. Ça va passer. L'autre option, c'est le médecin, il vous dit, bon écoutez, quand même, on va faire une ou deux analyses, c'est peut-être un peu embêtant, et puis il s'avère que c'est un cancer. Ah, c'est pas pareil. Et pourquoi vous allez considérer qu'un cancer, c'est plus grave qu'un rhume? Ben, simplement parce qu'il y a des gens qui ont eu des rhumes et des cancers avant vous. Et que si on se réfère à ce qui s'est produit avant, ben on est capable de dire un rhume, ça va passer, c'est pas grave, et un cancer, c'est plutôt embêtant. Alors on peut faire le même diagnostic pour le vivant. C'est-à-dire qu'on peut se pencher sur le vivant et puis regarder ce qui s'est passé dans les 500 derniers millions d'années, mettons. Alors c'est donc plutôt depuis un le début rhume ou un de l'ère cancer, primaire. du coup. Ça nous rajeunit pas, hein, mais bon. Et au cours de tous ces millions d'années, il y a eu des grandes crises, il y en a eu 5, et puis il y a eu des crises plus petites. Donc on a un échantillonnage statistique de toutes les crises qu'a traversé le vivant depuis 500 millions d'années. Ce que vous appelez crise, c'est des extinctions en fait. Ce sont des extinctions de masse qui ont éradiqué jusqu'à 95%, pour la plus forte d'entre elles, qui sépare l'ère primaire de l'ère secondaire, 95% du vivant, des espèces se sont éteintes à ce moment-là. Donc ça a été gigantesque. Il y a eu beaucoup de perdants, et il y a eu des gagnants aussi quand même, hein, chaque fois à ces crises. Donc si on fait ça, si on regarde ce qui s'est produit dans le passé géologique de la Terre et dans l'histoire de la biodiversité, ben on constate qu'on a les mêmes processus aujourd'hui et qu'on est vraiment sur la trajectoire d'une 6e extinction, après les 5 majeures. Et donc c'est un cancer. Ce n'est pas un rhume, c'est vraiment un cancer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est au tout début du cancer. Il n'est pas métastatique. C'est vraiment le tout début. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il est très envahissant potentiellement et qu'il va vite. Ça, ce n'est pas une super nouvelle de savoir que ce cancer va vite. Mais il y a une autre super nouvelle. On a un traitement. C'est génial. On a un traitement, il suffit de l'appliquer. Et le traitement, ça tombe bien, c'est nous. C'est notre comportement. Donc on est à l'origine du problème, on est aussi à l'origine de la solution. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc voilà le diagnostic rationnel qu'on peut poser si on regarde ce qui s'est produit dans le passé géologique de la Terre et qu'on regarde rationnellement les chiffres, les mécanismes en œuvre et les choses comme ça. Mais à l'inverse, si on ne fait rien, qu'est-ce qui risque de se passer et quelles en seraient les conséquences pour nous? Alors, si on ne fait rien, il y a un certain nombre rien ou pas assez. Il y a un certain nombre de déclins qui vont conduire à des extinctions. Et à force d'aller dans ce chemin-là, il va y avoir déstabilisation des écosystèmes qui vont fonctionner différemment et plus nous rendre, entre guillemets, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc il va y avoir ces modifications
Donc, le plus connu, c'est les pollinisateurs, en fait. Enfin, celui le plus Oui, vulgarisé, un médiatisé. emblématique, ça concerne les pollinisateurs. Bon, s'il n'y a plus de pollinisateurs, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut toujours polliniser nous-mêmes nos cerisiers. Ça va être un peu fastidieux et un peu long, mais quid des plantes sauvages? Est-ce que toutes les fleurs sauvages, on va payer pour les polliniser? Et si on ne le fait pas, les écosystèmes vont complètement se transformer. On va plus avoir de plantes à fleurs, on va avoir beaucoup plus de graminées, de choses comme ça, donc peut-être aussi des allergies pour nous. Enfin, tout ça va énormément changer. Donc on va avoir vraiment une déstabilisation de la planète si on ne fait rien du tout. Alors il y a des espèces qui vont complètement disparaître, des petites et des grosses aussi, surtout des grosses. Il n'y aura plus d'éléphants, plus de lions, plus de tigres, plus d'ours blancs. C'est grave, ça? Peut-être pas tant que ça, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Et puis, il y aura des micro-organismes qui vont s'altérer, donc on va nous-mêmes être concernés. Et je rappelle que Homo sapiens, on est une espèce quand même assez compliquée, et que par conséquent, ça nous fragilise. Et peut-être qu'il n'y aura plus d'Homo sapiens non plus. On verra. En fait, les gros animaux emblématiques dont on vient de parler, souvent, c'est quand même aussi des prédateurs, et disparition des prédateurs entraîne prolifération des espèces qui régulaient précédemment. C'est tout le fonctionnement des écosystèmes qui est perturbé. Donc, ce sont des prédateurs, c'est un petit peu de tout à la fois. Mais ceci dit, si ça peut vous rassurer, j'ai aucune inquiétude sur la survie de la vie sur Terre dans 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, 10 millions d'années, 100 millions d'années. Il y aura une forme de vie, mais pas forcément nous. L'inquiétude, elle est pour dans 4 milliards d'années, quand le Soleil sera devenu une géante rouge et qu'il n'y aura plus d'eau liquide sur Terre depuis longtemps. Bon, là, il n'y aura plus de vie sur Terre. Mais ça nous met à un horizon qui est extraordinairement lointain. On est à peu près à mi-chemin, en gros. Donc, on a le temps de voir. Mais certaines espèces compliquées dont nous-mêmes pourraient disparaître. Maintenant, il y aura toujours de la vie sur Terre. Si philosophiquement, ça peut nous rassurer, pourquoi pas? Alors, deux questions rapides pour terminer, puisqu'il nous reste à peine 3 minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner des grandes lignes de qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le remède? Et deuxièmement, peut-être aussi, parce qu'on en l'a abordé plusieurs fois depuis ce matin, mais on n'a jamais vraiment expliqué le lien entre climat et biodiversité. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On a parlé juste à la table ronde précédente, Christophe Aubel a évoqué les solutions fondées sur la nature. On a une boîte à outils qui n'est pas vide. On sait faire un certain nombre de choses. Et puis, l'IPBES a très bien identifié les 5 grands facteurs de pression qui s'exercent sur le vivant, notamment l'usage des espaces. On sait très bien que si on réduit ces facteurs de pression, ça ira mieux. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est que la biodiversité, le vivant, il est très résilient et qu'il a une capacité de cicatrisation assez exceptionnelle. Vous citiez Isabelle Autissier, la nature est bonne fille, c'est vraiment ça. Donc ça peut marcher. Ça peut marcher. Encore une fois, nous avons un cancer, il est à un stade précoce, on a le médicament c'est nous. Donc on sait faire. Alors maintenant, climat et biodiversité, très rapidement, on voit bien que si le climat change, ça va influencer la biodiversité. Que s'il fait plus sec ou plus chaud, la biodiversité va être affectée par cela. Il y a des espèces qui vont pouvoir se déplacer. Mais attention, les déplacements, ça a des limites, parce que la Terre, elle a une certaine géométrie. C'est une sphère, à peu près. Et ça veut dire que plus on va monter vers le nord, dans l'hémisphère nord, ou plus on va descendre vers le sud, dans l'hémisphère sud, moins il y aura de place. C'est la géométrie d'une sphère. Et donc, par conséquent, s'il y a moins de place, il va falloir se serrer un peu quand même. Imaginez que toute l'Afrique se désertifie, toute l'Afrique du Nord se désertifie, 300 millions de personnes qui bougent. Ils viennent en Europe. L'Europe se désertifie aussi. Il faut aller en Sibérie. En ce moment, c'est pas terrible. Donc on voit bien l'influence du climat sur la biodiversité et sur le vivant. L'influence du vivant sur le climat, elle est souvent moins connue. On le perçoit un peu à travers les forêts, la production de le piégeage du CO2, les choses comme ça. Ça, on le perçoit assez bien. Juste pour terminer, parce qu'il reste peu de temps, une petite anecdote, mais qui n'est pas une anecdote, qui est l'influence du plancton marin sur la production des nuages, de la nébulosité. Le plancton, il produit un petit élément chimique qui s'appelle diméthylsulfure, DMS en abrégé. Et ce DMS sert de point d'ancrage à la vapeur d'eau qui va s'évaporer de l'océan et qui va former des gouttelettes qui vont former les nuages. Donc quand il fait beau, il y a énormément de plancton végétal qui va se fabriquer parce que ce sont des organismes unicellulaires qui se multiplient à très grande vitesse. Donc il y a beaucoup de plancton végétal qui va se fabriquer. Donc il y aura beaucoup de DMS. Comme il va faire beau, il y aura de l'évaporation et donc il y aura pas mal de vapeur d'eau qui va être transformée en gouttelettes par le DMS qui va fabriquer des nuages.
À ce moment-là, il va faire mauvais, il y aura moins de plancton végétal, il y aura moins de DMS, donc il y aura moins de piégeage de la vapeur d'eau, et en plus il y aura moins de vapeur d'eau, donc il y aura moins de nuages et il va refaire beau. Donc on est dans un cycle vertueux qui est contrôlé par le plancton végétal de l'océan. Et une partie des nuages qui nous arrivent et qui font qu'il pleut et que quand on ouvre un robinet, il y a de l'eau qui coule, qui est quand même assez utile, ben, finalement, on le doit aussi au plancton de l'océan, ce peut-être à quoi on ne s'attendait pas tout à fait. Donc merci à tous ces micro-organismes. Eh bien, et merci beaucoup à vous pour cet exposé passionnant, rapide, mais je pense qu'il est très éclairant sur l'importance de la biodiversité. Merci beaucoup.